Il y a de cela quelques années, l'homme a fait rêver des milliers de jeunes Congolais ici en République démocratique du Congo. Il était devenu un repère, un modèle, une référence et a incité beaucoup de jeunes à embrasser la politique ici au pays. Des années plus tard, que reste-t-il de cet homme? Et nous allons essayer de revenir sur l'actualité brûlante de l'heure ici en République démocratique du Congo, sur le plan politique, le processus électoral également, mais également sur le plan sécuritaire, sur fond de quelques polémiques qui sévissent ces derniers temps ici au pays de Félix Tshisekedi. Madame, Messieurs, j'ai le plaisir de recevoir dans le cadre de cette émission Dites-nous la vérité, Germain Kambinga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Élisée Audia. Président du parti politique Le Centre. Regroupement politique. Regroupement, c'est voilà, pas c'est une agglomération de partis politiques, effectivement. Mon parti à moi, c'est Liberté. Un jeune parti, 5 ans, on travaille petit à petit. Je vous ai vu tiquer un peu quand je dis qu'il a fait rêver des milliers de jeunes. Non, parce que j'entends, non, ça, je n'ai pas tiqué. Disons que j'entends souvent ça, je lis souvent ça et contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, il n'y a aucune nostalgie. Pas de remords, pas de regrets. Par rapport à quoi? Il y a plutôt de la fierté. Vous savez, si vous avez inspiré une génération, si vous avez contribué à faire émerger des vocations, je crois que vous avez accompli une partie de votre mission. Est-ce que vous restez encore sur cette référence-là, ce modèle, c'est ça? Mais écoutez, moi je pense que à chaque étape de la vie, il y a un but que l'on poursuit. C'est d'ailleurs Jacques Chirac qui l'a dit dans ses mémoires, à chaque pas un but. Nous avons été à l'amorce de la renaissance de la politique démocratique congolaise dans les années 2006, 2007, 2008. Nous avons redonné, certainement, puisque nous l'entendons souvent, de la valeur et de la hauteur à la politique, et c'est très bien. Maintenant, nous sommes à une autre étape de notre vie. Je pense que nous avons un parcours qui, je l'espère, au-delà de l'éloge qui est faite de la médiocrité, peut quand même inspirer, parce que finalement, lorsque nous faisons de la politique, c'est pourquoi ce n'est pas pour faire les singes savants sur les plateaux de télévision, c'est pour avoir un parcours, c'est pour avoir des expériences, c'est pour accumuler des acquis en termes de savoir sur la nation et asseoir sa propre vision. Moi, je suis à un stade où, par l'expérience et les différentes expériences, devrais-je même dire, et politique et institutionnelle que j'ai eue, aujourd'hui, je peux affirmer avoir une vision claire de ce que doit être la République et avoir des propositions qui sont les miennes et qui sont au cœur de la démarche politique que je mène au sein du centre avec de nombreux autres. Maintenant, c'est comme pour la musique. J'ai souvent vu notre aîné Koffi Olomidé répondre à cette question. On lui dit, on aimait le Koffi d'avant. Mais il vous rappelle qu'il y a le Koffi d'avant, c'est le Koffi d'avant. Le Koffi nouveau, c'est celui qui s'adapte. L'actuel Germain Kambinga a plus d'expérience parce qu'il a déjà eu à gérer. Énormément, beaucoup plus mature. Beaucoup plus d'expérience, une vision précise et je pense être prêt à tout faire au service de mon pays. À franchir un autre cap, parce que vous avez ministre, vous l'avez été, député, vous l'avez été. Maintenant là, il faut quoi? Franchir un autre cap? L'intérêt d'un véritable parcours politique que l'on intègre dans une vision d'utilité pour la République, ce n'est pas l'accomplissement des ambitions, mais bien d'une vocation. Et à partir de là, les fonctions servent à apprendre, à cumuler de l'expérience et du savoir pour déceler ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut plus faire. J'ai appris, j'ai compris ce qu'il ne faut plus faire, j'ai surtout aiguillonné mon savoir pour savoir exactement dans chaque secteur de mon pays quelles sont les contributions les plus pertinentes, celles en tout cas qui permettront à la République démocratique du Congo d'être en phase avec sa destinée. Et donc partant de là, moi je suis tout à fait droit dans mes bottes et je pense que le parcours qui est le mien est un parcours qui, pour ceux qui ont la passion de l'excellence, continue à être un exemple. Mais pour d'autres choses, pas que pour cette vocation politique, parce que de toute façon, une nation ne peut pas se construire qu'avec des politiciens. Elle se construit avant tout avec des enseignants, des universitaires, des chercheurs, des entrepreneurs, avec l'initiative privée.
On va parler de tout ça avec vous. Ces questions, on va pas refaire l'histoire. Vous aviez dit ça tout au début de cette émission que la question revient. C'est souvent, mais c'est toujours important de revenir sur ça, surtout quand vous êtes de moins en moins, c'est vrai, moins en moins à la télé, de moins en moins vous vous livrez à les questions de journalistes. Quand vous le faites, on a toujours tendance à revenir un peu sur ça, oui. Sur ce qu'a été ce Germain Kambinga, j'allais dire de Rose de On revient sur le centre. Votre parti, c'est Parti Liberté. Oui. Le centre, c'est le regroupement politique. Vous faites partie de l'Union Sacrée? Non. Non. D'accord. Vous vous situez où? Mais nous sommes au centre. Le Parti Liberté est au centre et le centre est au centre. Est au centre. Nous avons en 2018 été parmi les fondateurs du Front commun pour le Congo, la structure électorale qui a soutenu et accompagné Emmanuel Ramazani Shadary. Malheureusement, les explications que nous avons pu mettre sur la table n'ont pas convaincu et Emmanuel Ramazani Shadary n'a pas gagné les élections. Le président Félix Tshisekedi a gagné. Il y a eu une coalition entre le FCC, auquel nous appartenions, et Cash, dont était issu le président Tshisekedi, mais cette coalition a également volé en éclats. Et avant cela, il y a eu un renouvellement structurel du fonctionnement du FCC à travers une signature. Nous sommes passés de coalition électorale à une coalition politique majoritaire. Mais après la dislocation du FCC par l'éclatement de la coalition FCC-Cash, il se trouve justement que nous avons considéré que s'il n'était pas opportun pour nous d'adhérer à l'Union Sacrée, il est important pour le FCC de redéfinir une nouvelle offre politique. Nous avons essayé en interne d'ouvrir ce débat qui n'a pas été favorablement accueilli, en tout cas pas dans un esprit démocratique, parce que sans débat interne, nous avons simplement été surpris de constater que nous n'étions plus invités aux réunions. Donc nous en avons tiré toutes les conséquences et le centre se positionne comme la voie de la raison entre les différentes dimensions du débat extrémiste auquel nous assistons et totalement stérile par ailleurs. On va essayer de commencer par ce débat polémique qui jonche un peu l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. On va parler bien entendu du processus électoral, on parlera de la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays ou carrément en République démocratique du Congo, mais revenons quand même rapidement sur cette actualité depuis près de 48 heures. C'est en boucle. Vous avez été député de 2011 à 2018 ou oui. 2017 si je me 2018, trompe pas. Ouais. Alors, comment vous analysez cette polémique autour des émoluments des députés? 21 000 $, c'est excessif. Voilà. Moi, je pense que au-delà de toute polémique, il faut bien analyser les choses et comprendre que il y a toujours un juste milieu. Il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. La fonction politique de député en République démocratique du Congo est une fonction extrêmement ingrate et difficile. On se précipite pour le devenir, mais très rapidement, on se rend compte que c'est beaucoup de responsabilités pour très peu de pouvoir. En réalité, que ce soit sur le fonctionnement des institutions, un seul député est totalement minorisé par la machine globale, le contrôle, on peut pas le faire, l'initiative des lois, on a très peu de chances de faire aboutir toutes ces questions-là, parce que lorsqu'on est on est minoritaire. Alors c'est des logiques de groupe. Partant de là, c'est très compliqué, même d'un point de vue institutionnel, pour un député de peser sur le débat national. Ensuite, il y a la fonction sociale du député. Vous êtes élu parce qu'on vous dit que ceux qui étaient là avant vous n'étaient pas solidaires. Ils ne soignaient pas assez. C'est une fonction sociale que vous octroyez. C'est pas la Constitution qui octroie cette fonction sociale. Non, c'est la société. Au-delà de ce qu'il faut pas faire des débats normatifs et qui n'intègrent pas les réalités locales. Le député, c'est le représentant. C'est moponami, comme on dit chez nous. On est dans une société pauvre,
où les espérances des citoyens sont entièrement tendues vers leurs représentants, comme porteurs de solutions. Donc le député, c'est celui qui doit marier, c'est celui qui doit enterrer, c'est celui qui doit payer les études, c'est celui... Pas qui doit, qui veut ça, qui aime ça. Non, qui doit, je pèse bien mes mots, qui doit parce que c'est l'exigence de la société à laquelle nous appartenons, c'est le prix de l'adhésion, c'est le prix du vote. Mais très rapidement, le député se rend compte que lorsque vous avez été élu, prenons par 2000 personnes, vous vous rendez compte que vous n'avez pas le moyen d'aider plus de 10 personnes par mois. Et vous n'arriverez jamais à aider 2000 personnes. Mais 2000 personnes, ça ne suffit pas parce que votre circonscription, par exemple à Lukunga à laquelle j'appartiens, c'est près de 900 000 enrôlés. Et très rapidement, la fonction, les capacités ne correspondent pas aux obligations parce qu'il n'y a pas de système d'assurance sociale, parce que les fonctionnaires ne sont pas bien payés, parce que le tissu économique n'existe pas, parce que nous avons une population majoritairement pauvre et au chômage. Donc, la fonction du représentant n'est plus simplement une fonction institutionnelle, c'est une fonction sociale. Donc, le député a un rôle social, une fonction difficile. Ça, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas pour justifier la suite, c'est pour justement dire qu'il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Lorsque j'étais député national... Ouais. Vous touchiez combien? Nous avons eu 2 niveaux de revenus globalement, parce qu'il ne faut pas jouer sur les mots. Nous savons très bien qu'il y a la partie des émoluments, mais qu'il y a la partie des primes diverses, avec de différentes appellations, invisibles, parfois même pittoresques, qu'on appelle invisibles. Voilà. Donc, tout mis ensemble, la première partie de mon mandat, c'était 10 750 $, tout compris. Lorsqu'il y a eu... Déjà, entre 2011 et 2018, vous faites la première partie. La première partie, c'est jusqu'en 2016 à peu près. Donc c'était 10 750 $. À l'époque, le dollar était à 92. En fait, vous Exact. touchiez en francs ou en dollars? Parfois en francs, parfois en dollars. Ensuite, il y a eu cet effondrement quasiment de 50% du franc congolais et la guerre qui a entraîné une réduction parce que c'est une initiative du Premier ministre Matata et du président Kabila pour la guerre, qui malheureusement a coïncidé avec l'effondrement ensuite du franc congolais. Tout cela a été ramené à peu près à 7500, 7750 $. Voilà ce que touchaient les élus de l'ancienne législature. C'était reparti, chacun selon sa propre organisation. Par exemple, nous avions 30% pour les actions sociales, nous mettions à peu près une vingtaine de pourcents pour les actions politiques, et le reste, c'était la vie quotidienne. Donc, il y a toujours moyen de s'organiser. Aujourd'hui, 21 000, est-ce qu'on peut, 21 000 plutôt par mois, en tout cas depuis 2021, diront certains, ils touchent 21 000 $. C'est pas un réajustement au regard, par exemple, de la variation du taux de dollar ici dans notre pays, qui est maintenant à près de 200. Est-ce que c'est pas... Non, ça, je ne pense pas que... Réajuster le prix Non, moi j'ai suivi des députés affirmer eux-mêmes qu'ils recevaient 21 000 $. Donc ça veut dire qu'on est dans des proportions quand même assez étonnantes. Dans la mesure où nous sommes quand même un pays en guerre et que nous savons très bien que... 6-7 000, honnêtement, ce serait largement suffisant pour des élus en République démocratique du Congo. Lorsque la présidente Janine Mabunda était en campagne, et à l'époque nous étions tous dans le desk de campagne de cette dernière en tant que membre de la conférence des présidents, j'avais échangé avec elle et nous étions tombés d'accord et ça avait été inscrit dans son programme d'action et validé, et je pense même que ce sont des réformes sur lesquelles elle était déjà en train de travailler. C'était l'intégration de ce qu'on appelle ailleurs la réserve parlementaire. Ça veut dire des fonds budgétaires mis à la disposition de l'Assemblée pour permettre aux élus dans leur circonscription d'intervenir socialement à travers des ONG pour la réalisation d'un certain nombre d'actions sociales. L'objectif, lorsque j'échangeais avec Madame Mabunda, pour moi, c'était de dire qu'il n'est pas pertinent pour notre démocratie d'avoir un niveau de renouvellement permanent de l'Assemblée au-delà de 85%. Ce qui n'est pas
ce qui ne va pas, devrais-je dire, dans le sens de l'intérêt national. Regardez bien, de 2006 à 2011, nous avons eu un Parlement d'un très haut niveau qualitatif. Mais parce qu'il y a eu ce gap entre la fonction institutionnelle et la fonction sociale, plus de 85% de ces élus ne sont pas revenus. Et du coup, il y a eu une baisse Ensuite, le niveau a légèrement baissé. Notre législature, de 2011 à 2018, il faut être honnête, on était déjà légèrement en dessous en termes qualitatifs de la première législature de 2006 en 2011. Et celle qui nous a succédé est encore pire. C'est que les gens disent c'est la pire législature. Vous partagez cet avis? La pire en termes de qualité, en termes de production, productivité. Mais c'est parce que le niveau de renouvellement est trop élevé. Donc lorsque nous proposions à Mme Mabunda d'intégrer la réserve parlementaire, l'idée c'était de mettre en équilibre la fonction institutionnelle et politique et la fonction sociale de l'élu. Nous ne l'avons pas inventé, en France ça se fait, en Angleterre et un peu partout. Et je pense que c'est l'aboutissement de ce projet qui permet aujourd'hui aux élus d'atteindre 21 000 $, mais dans une application travestie. Parce que l'idée de départ, ce n'était pas d'augmenter les revenus personnels mensuels des élus, c'était de mutualiser des fonds par circonscription, réserve parlementaire, et de permettre aux élus d'être les agents collectivement de la construction de certains ponts, de la restauration de certaines infrastructures sanitaires. Mais ce n'est pas leur rôle. Moi, je reviendrai sur ça. Il y a un gouvernement. Il y a des ministres qui sont là pour ça. Vous avez été député, vous avez été ministre. À chacun son rôle. Il faut toujours éviter de penser... C'est ça le côté extraverti, d'ailleurs, de la chose. Parce que vous arrivez à faire des choses qui ne sont pas les vôtres, qui ne cadrent pas avec votre rôle. Non, ça, c'est parfois l'ignorance ignorée de beaucoup de personnes qui entraînent ce type d'affirmation. Ce n'est pas vrai. Je vous ai expliqué que le député a une fonction sociale. Et je vous ai aussi expliqué que la réserve parlementaire que j'ai proposée à Mabunda et qu'elle avait acceptée et qu'elle avait commencé à mettre en œuvre en termes de structuration et qui est certainement en application, n'est pas une invention congolaise. En France, ça existe. Vous pouvez vérifiez votre documentation. Les députés construisent des ponts en France. Ils payent des frais funéraires. Ils exactement, contrairement à ce que vous pensez. Contrairement à ce que vous pensez. Mais demandez aux Congolais qui sont en France, vers qui s'adressent-ils lorsqu'ils ont des problèmes de papier, lorsque c'est des députés qui font... Il y a différentes dimensions dans la fonction de député. Et en Occident, ça serait peut-être pas comme nous on le ferait, un renfort de fanfare. Je vous ai dit que la réserve parlementaire en France sert à financer notamment des ONG locales qui peuvent avoir ces fonctions-là. Donc en définitive, ça revient strictement à la même chose, pour autant que cela soit adapté aux réalités locales. S'il est vrai qu'il y a beaucoup moins de problèmes de ponts, il y a beaucoup moins de problèmes de structures sanitaires en France, il est tout aussi vrai qu'il y a d'autres problèmes qui vont au-delà du cadre du simple législateur et du simple contrôleur de l'action publique. C'est pour ça qu'il y a une réserve parlementaire. Et chez nous, cela s'applique et s'explique par le déficit criant qu'on a sur le plan social, le gap qu'on a sur le plan social entre les aspirations du peuple et les réalités locales. Absence d'infrastructures de base, l'eau, l'électricité, les structures sanitaires, les structures éducatives. Et lorsqu'on vous donne le mandat en tant qu'élu, donc ce qu'on vous demande en réalité, c'est d'être contrôleur de l'action gouvernementale pour défendre les intérêts locaux. On vous demande de voter les lois, mais on n'oublie pas que vous êtes notre représentant. Donc les petits problèmes, vous devez être capable de les résoudre. Voilà, d'où l'utilité de la réserve parlementaire. Mais là où ça ne marche pas, c'est que cette réserve parlementaire, telle qu'elle se structure aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, après lecture de certains documents, c'est en fait une augmentation déguisée des revenus des députés. Donc ce n'est plus du tout l'idée de départ. On va revenir sur cette augmentation, mais une question directe, et parce que nous sommes dans une émission qui s'intitule « Dites-nous la vérité », aujourd'hui, vous ne trouverez aucun inconvénient à ce que chaque député puisse être interpellé par les concitoyens qui, pour donner un 100 francs, un 200 francs, parce que justement, ça cadre avec
la fonction sociale ou le rôle social de député. Mais, donc, le fait d'interpeller, donnez-nous sang, donnez-nous... Comme on appelle ici le hématolo, c'est normal. Ils doivent continuer à le faire. Mais ça fait des années que ça se passe comme ça. Est-ce que ça doit continuer ainsi? Oui, tant que vous, les élites politiques, vous n'aurez pas... Vous et nous? Non, quand je dis vous, ça veut dire nous, tant que nous n'aurons pas donné des salaires décents, tant que nous n'aurons pas créé de l'emploi, tant que nous n'aurons pas construit les hôpitaux, tant que nous n'aurons pas construit les écoles, tant que nous n'aurons pas offert des perspectives... Donc, continuez les matolos, continuez à toller les... Oui, les je députés. le dis, ils doivent le faire parce que la responsabilité qui est la nôtre, c'est d'offrir une société juste avec un équilibre en termes de partage des richesses. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des gens qui gagnent 1000 fois plus que d'autres et considérer que ces derniers n'ont pas le droit de revendiquer. Et là, je pense même que c'est une forme pacifique de revendication. Mais de toute façon, il n'y a rien de nouveau. Moi, depuis que j'ai commencé la politique dans ce pays, je pense que j'ai dû marier 1000 personnes. Je pense que j'ai dû enterrer 10 000 personnes. Mais c'est ce qu'on dit. Est-ce que ça doit continuer alors que vous avez pour rôle que ça s'arrête. Qui est la réforme, vous êtes là, les députés étaient là pour... Oui, voilà, Élisée Odia, des lois. Vous me posez une question. Vous me demandez de nous résigner à cet état de choses, je ne vous demande pas de vous résigner. Je vous demande de vous indigner. C'est deux choses différentes. Je vous ai dit que nous avons une responsabilité élite politique. Nous n'avons pas construit une structure socio-économique qui permette de créer des emplois, qui permette d'éduquer, qui permette d'encadrer la population et leur offrir des perspectives. Donc nous ne pouvons pas nous mettre dans une posture de Deus ex machina inaccessible et dire oui, eux ils peuvent souffrir, ils n'ont pas le droit de le demander. Moi, à chaque fois que j'ai à faire face à une demande, je prends toujours ma responsabilité en tant qu'élite politique. Je dis oui, c'est parce que quelque part, avec les autres, nous n'avons pas encore réussi à résoudre les problèmes. Donc, quand c'est possible, il faut le faire, parce que vous avez cette responsabilité. Vous pensez que le papa que vous trouvez devant votre portail le matin, avec un visage défait, parce qu'il ne sait pas comment il va assurer la rentrée scolaire de ses enfants, il le fait de gaieté de cœur? Non. Il le fait parce que la société n'est pas organisée, ne prospère pas pour qu'il ait accès aux ressources qui lui permettraient d'agir avec dignité. Certains risquent de vous dire, mais quand vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait pour permettre à cette société? Moi, je n'ai jamais été président de la République. Mais vous avez été ministre. Mais les ministres ne sont pas des présidents. Non, mais est-ce que ça... J'ai jamais été Premier ministre. Vous avez été dans un gouvernement. Qu'avez-vous fait? Quel apport? Mais ça, il faut bien... Il y a donc il faut être président pour essayer... Au Premier ministre. Au Premier ministre. Exactement. Pour changer les choses. Les ministres ne changent pas les choses. Pour la simple et unique raison, d'abord, ils ont des budgets qui ne sont pas appliqués. C'est pour ça qu'il y a des dépassements de souveraineté dans certains secteurs. Il ne faut pas donner aux ministres des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Vous savez que les ministres passent du matin au soir, comme tout le monde, leur temps dans les salles d'attente du ministre des Finances pour avoir des petits subsides. Pourquoi est-ce que nos pays africains ne se développent pas? Mais parce que les budgets ne sont pas respectés. Il y a ce qui est écrit, ce qui est fait. Le rôle d'un ministre n'est pas d'être... à la tête de l'application de la politique générale du gouvernement. Mais quand on sait que vous vous bousculez, quand je dis vous, en tout cas les politiques, quand il est député, il veut devenir ministre, c'est certainement... En fait, ça, on se dit, mais c'est pourquoi faire s'ils ne veulent pas s'assumer à la fin, dire qu'écoute, j'ai pas réussi à amorcer les réformes qu'il fallait dans le cas de mes attributions. Vous me donner 2 minutes, je vous explique comment fonctionnent nos institutions. Je vous en prie. Alors, vous avez le gouvernement de la République, qui fonctionne comment? Il y a à la tête le chef de l'État, qui est le visionnaire, le Premier ministre, qui est le dépositaire de l'action gouvernementale. Il y a une feuille de route qui est donnée à chaque ministre au moment où il est nommé. Ensuite, il y a un budget qui est voté. Le budget, c'est les moyens. La feuille de route, ce sont les objectifs. Mais dans les faits, lorsque vous regardez la loi de reddition des comptes, aujourd'hui comme hier et comme avant-hier, le problème de fond, c'est que les ministères n'ont pas accès à leur budget. Les ministres n'ont pas les moyens de leur action. Sur quelle base vous allez juger les ministres? Vous êtes ministre, on vous dit que votre budget c'est 100 millions de dollars l'année.
Et la loi de réduction des comptes, vous vous rendez compte que vous n'avez pu décaisser que 1 million de dollars parce que les dépenses prioritaires et l'insuffisance des ressources et les arbitrages qu'ils ont faits empêchent la réalisation de vos objectifs. Quelle est la responsabilité du ministre à cet égard? Aucun. Donc nous sommes dans un pays où le ministre ne sont responsables de rien du tout. Pas de l'échec de l'action du gouvernement. C'est pas les ministres. La solidarité gouvernementale, non. Non, la solidarité gouvernementale, c'est une autre chose, c'est le droit de réserve. Quand vous êtes au gouvernement, vous avalez des coups de... C'est d'assumer le bilan quand même. Exactement, mais vous m'avez posé les questions voilà. Et je vous donne des informations en tant qu'analyste politique. Allez voir la loi de reddition de comptes. Le grand problème de l'efficacité de l'action gouvernementale, c'est que le peu qui est disponibilisé n'est pas équitablement reparti dans les différents secteurs. C'est pour ça que quand on nomme quelqu'un ministre des infrastructures, c'est la fête. Et qu'on nomme quelqu'un ministre de la culture, c'est comme s'il y avait une rétrogradation. Alors que ça ne devrait pas être comme ça. Le ministère de la Culture devrait avoir accès à son budget pour réaliser sa feuille de route. Le ministère des Infrastructures, la même chose. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une fête lorsqu'on nomme quelqu'un ministre des Finances, ministre de la Défense, ministre du Budget, et que un grand chef de parti politique considérait comme rabaissant d'être nommé ministre de la formation professionnelle, alors que c'est le cœur même de la renaissance de la République démocratique du Congo, une main-d'œuvre qualifiée à moindre coût pour être en phase avec ses objectifs de développement. Ces problèmes-là sont au cœur de la responsabilité au sommet de la hiérarchie gouvernementale. Donc le président de la République... Ce sont les présidents de la République, ce sont les chefs du gouvernement qui doivent changer leur vision de l'application du budget de l'État. Si vous avez un budget qui passe de 5 à 10 milliards et que vous avez des secteurs d'activité qui ont 200% d'exécution et des secteurs comme la jeunesse, des secteurs comme l'agriculture, des secteurs comme le développement rural, des secteurs comme la formation professionnelle et autres qui n'ont quasiment pas accès à leur budget, comment voulez-vous la nation se développe? Et quelle est alors la responsabilité de ces ministres lorsque, en définitive, ils n'ont pas de résultats à proposer? Est-ce normal pour un ministre de la République d'être obligé 90% de son temps de supplier son collègue du budget? Et le reste du temps, c'est supplier le ministre, son collègue ministre des Finances pour avoir accès à des budgets. J'ai été au gouvernement, je sais comment ça se passe. Il ne s'agit pas du gouvernement Sam, il s'agit de tous les gouvernements. C'est cette logique fonctionnelle qu'il faut changer si on veut que, comme le dit notre Constitution, le ministre soit réellement responsable de son secteur. Il faudrait que la feuille de route corresponde aux moyens qui sont donnés, ça veut dire au budget qui est décaissé durant l'année pour exécuter ces actions-là. On va bientôt entamer le point relatif au processus électoral et le volet sécuritaire ici en République démocratique du Congo, mais rapidement, par rapport à cette polémique ou à cette actualité liée aux émoluments des députés, ça intervient après la coalition FCC-Cash, parce qu'avant, selon nos informations, les députés ne touchaient pas ce montant-là. Est-ce que vous savez, c'est quoi? C'était le prix à payer pour acheter une stabilité institutionnelle avec l'union sacrée? Vous savez, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Moi, je ne parle que de ce que je connais. Vous analysez, vous suivez l'actualité. À mon niveau, je pense que les politiques doivent prendre l'habitude, lorsqu'ils ont une certaine responsabilité en termes de magistrature morale, de ne parler que de ceux qu'ils maîtrisent. Quelles sont les raisons qui ont abouti à cette conclusion? Chacun devra tirer les conséquences, mais je ne peux pas affirmer. Je vous ai expliqué quels étaient les objectifs de la mise en place de ce qu'on appelle la réserve parlementaire. Je vous ai raconté l'histoire. Janine Maboundal, l'ancienne présidente, est vivante. À l'occasion, elle vous expliquera ce que je viens de vous expliquer. On espère qu'elle nous accordera l'interview, mais quand Joseph Kabila disait à l'époque de la rupture FCC-Cash que ces députés vous coûteront très cher, à votre avis, à quoi faisait-il allusion? Certainement à cet entretien, à cet achat de conscience qui caractérise les institutions? Certainement à ce à quoi nous assistons. Mais là encore, moi je voudrais vous dire qu'il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain.
il y a une situation factuelle qui se présente. J'ai suivi de nombreuses interventions qui vont jusqu'à demander, par exemple, la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce qui, de mon point de vue, serait une erreur monumentale. Vous savez, il faut toujours faire attention, lorsqu'on veut résoudre un problème, à trouver l'approche la plus efficiente. La République démocratique du Congo a des élections en perspective. La République démocratique du Congo a une guerre. La République démocratique du Congo a des retards de financement de son processus électoral qui se retrouvent fortement menacés. Nous pensons que la guerre est une priorité. D'autres pensent que ce sont les élections la priorité. Mais entre les deux, il y a des réalités organisationnelles. Si aujourd'hui, vous pensez que perturber la présidence de l'Assemblée nationale est un fait anodin, non, c'est un fait majeur. Il ne s'agit pas des membres du bureau. Note que le président de la République soit la clé de voûte et l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale soit le maillon le plus important. Ce n'est pas un facteur d'ajustement, le président de l'Assemblée nationale. Faire tomber le président de l'Assemblée nationale, c'est revoir des équilibres géopolitiques, c'est revoir la structuration de la majorité, c'est faire perdre énormément de temps. Si on a réussi à le faire avec Mabunda. Non, et vous avez vu les conséquences. C'est un cas d'école? Non, c'est pas un cas d'école, parce que justement, vous mettez de l'eau dans mon moulin. Qu'est-ce qu'il a fallu faire et quel a été le prix à payer pour arriver à renverser ce maillon essentiel $21 000 par mois, c'est cher payé quand même, qui est le président de l'Assemblée nationale. C'est un renversement éhonté de majorité par des procédés critiquables, c'est la déstabilisation des institutions et nous avons frôlé la catastrophe. Heureusement que tout cela s'est fait en toute tranquillité. Donc c'est pour ça que je dis, revoir la question des rémunérations est une chose, mais penser que nous pouvons aujourd'hui bousculer le président de l'Assemblée nationale sans remettre en cause un certain nombre d'équilibres institutionnels serait une erreur. Je pense que le président Mbosso, avec tout ce qu'on pourrait lui reprocher par ailleurs, est à cet endroit et qu'il doit y rester pour finir la mise en œuvre de l'architecture légale qui doit nous permettre d'aller aux élections. Nous n'avons pas 6 mois à perdre sur un débat sur si Mbosso tombe, est-ce que ça veut dire que la majorité change? On n'en a pas besoin. C'est une question comptable, c'est une question de décision politique. Le président de la République a fait un discours et a professé la réduction du train de vie de l'État, la rentrée parlementaire arrive. Ça fait 4 ans qu'on attend cela, mais on se dit, il revient à cette autorité budgétaire qui s'octroie la part de l'heure de pouvoir revoir la comptabilité. Voilà, comment ça se passe? Je vais vous expliquer ensuite. C'est compliqué. Non, comment ça se passe en fait, ces questions? Il faut déjà comprendre que ce n'est pas une décision du président de l'Assemblée nationale, qui n'est pas le CEO. En tout cas, les bénéficiaires, des députés, tous ils sont presque unanimes. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. Vous savez, il faut prendre maintenant l'habitude de donner aux Congolais les bonnes informations, parce qu'on est entré à un niveau de politique politicienne tel que le fond n'existe plus. Hein, donc moi, je suis là pour vous donner des informations. Les salaires des députés, ce n'est pas un choix ni la responsabilité du président de l'Assemblée nationale. Comment ça se passe? Il y a une commission à l'Assemblée nationale qui traite du budget de l'Assemblée nationale. Et c'est cette commission qui dégage les priorités. Lorsque cette commission a terminé son travail, ce travail va dans ce qu'on appelle la conférence des présidents. Lorsque la conférence des présidents a adopté son rapport, ce rapport vient en plénière. Et ce n'est qu'à la suite de cette plénière que les décisions sont prises et que tous ces ajustements sont faits. Donc en fait, le président de l'Assemblée nationale n'a aucune responsabilité directe là-dedans. C'est un choix collectif des élus. Donc on peut régler le problème sans en créer un autre. Donc moi je pense qu'il y a un problème, mais qui n'est pas Mbosso. Mbosso, il faut le voir sur d'autres aspects. Je ne parle pas de Mbosso, oui. Je dis, c'est-à-dire, on remet la question entre les mains des élus. Des élus eux-mêmes qui doivent réduire leur... Mais je vais vous expliquer pourquoi ils n'ont pas le choix. Demandez aux gens qui se sont octroyés $21 000 oui. de pouvoir réduire cela. Donc on doit compter sur leur bonne foi. Le plus mauvais investissement politique pour un président de la République, c'est les élus. Je vais vous expliquer pourquoi, surtout à la République démocratique du Congo. Parce que ce sont des gens qui, lorsque les élections arrivent, au moment où un chef d'État veut se faire réélire, ne servent plus à rien. Ils sont totalement discrédités, démonétisés. Le taux de renouvellement est de plus de 85%. Donc,
Ceux qui pensent qu'il est important de renouveler leur mandat doivent comprendre que 21 000 $ dans un pays pauvre, c'est trop. Moi, le centre avec moi, mon regroupement, nous avions proposé une division par 3 des revenus des élus. Ça veut dire, de notre point de vue, 7 000 $, ce serait un revenu respectable comme ceux qui travaillent, comme les députés de l'Union européenne, comme les députés français, c'est un revenu raisonnable. La différence, de mon point de vue, doit être affectée à l'effort de guerre, mais à la réserve parlementaire réelle. Ce qui permettra aux élus d'avoir dans leur circonscription, à travers des mécanismes à adopter, des réalisations qui leur permettront d'avoir un discours politique et un discours social. Mais pensez qu'après avoir survécu temporairement au scandale des palissades, que cette histoire est une opération à somme nulle, alors que c'est une catastrophe du point de vue de l'opinion, c'est être masochiste. C'est faire de l'impolitique. C'est agir de façon impolitique. 21 000 $, c'est trop. 21 000 $, c'est trop. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ce sujet, mais on doit aborder 2 autres questions d'actualité brûlante de l'heure ici en République démocratique du Congo. Germain Kambinga, processus électoral. Je vous regarde droit dans les yeux. Dites-nous la vérité. Est-ce qu'on aura des élections en 2023 ? Moi, la question qui me semble prioritaire, c'est est-ce qu'on aura récupéré Bunagana On parlera de Bunagana en 2023, parce que pour nous, c'est la priorité au centre. Nous pensons que des élections cosmétiques sans Bunagana, c'est être complice. On parlera de Bunagana et les solutions. Pour nous, c'est totalement lié. À ce stade, pour nous, c'est totalement lié. Pour nous, on ne parle pas élection tant que Bunagana. Ça, c'est notre point de vue. Nous pensons que nous sommes une génération qui ne doit pas se faire complice de la balkanisation. Nous pensons que si vous allez à une élection sans Bunagana, occupée par un pays voisin, c'est un peu comme pour dire nous pouvons vivre sans vous. Et pourtant, on l'a fait en 2018. Mais ce n'est pas la avec Beni. Non, c'est pas la même situation. Qu'est-ce qui diffère? Mais Beni n'était pas occupé. Beni était en insécurité. En tout cas, Beni, il n'y a pas eu élection là-bas. On peut se passer de Bunagana. Non. D'abord, c'est une jurisprudence malheureuse, parce qu'on a été Comme obligé. Il y en a tellement dans notre pays. Et alors, il faut continuer ainsi. D'abord, allons-y. Je vous ai d'abord vous expliqué que c'est 2 situations différentes. Beni n'était pas occupé par un pays voisin. Il n'y avait pas une administration parallèle. Il y avait une insécurité entretenue par des groupes armés qui avaient augmenté en intensité au moment des élections, ce qui n'a pas permis le déploiement du personnel électoral. Bunagana et une partie du Rutshuru, aujourd'hui, c'est une administration étrangère parallèle qui grève l'impôt, qui agit comme un État dans l'État. Donc, c'est un envahissement. C'est 2 situations différentes, même si les conséquences sont les mêmes, c'est l'insécurité. Donc, si Beni, c'était inacceptable, la situation de Bunagana, c'est encore pire, c'est inadmissible. Il ne faut pas prendre comme référence des situations qui ne font pas avancer la République. Ok, vous avez fait une élection sans avoir les voix de Beni. C'est quoi la conclusion? C'est Bunagana est tombé, c'est le Codeco, c'est les ADF, c'est l'insécurité dans la partie Est, c'est l'impossibilité pour les dirigeants de pouvoir se vanter d'avoir une quelconque légitimité dans ces territoires, c'est l'impossibilité pour la République démocratique du Congo de définir des politiques globales de développement. C'est des élections cosmétiques. Moi, je pense que la responsabilité de l'élite politique, c'est de dire, ça fait 20 ans que nous mettons la poussière sous le tapis, est-ce qu'il ne serait pas temps de prendre le temps, dans un consensus général, et d'aborder cette question tout de goût et de régler cela. Qui dit consensus, dit dialogue, dit concertation, parce que on va quand même vous rappeler, on sait que c'est grâce à des concertations que, juste après, vous êtes devenu ministre de l'Industrie. Est-ce que... Mais pourquoi vous ne rappelez pas que c'est par des dialogues que je suis sorti du gouvernement aussi? Peut-être vous voulez encore y rentrer, on sait... Ou ne pas y entrer. On vous prête ces intentions-là. Souvent, quand la personne appelle tout le moment consensus, c'est parce qu'il a peut-être envie de...
Mais de alors, rentrer encore ou d'intégrer? Alors, vous savez, moi, j'étais ministre de l'Industrie lorsque j'ai pris mon bâton de pèlerin pour dire ici, à l'intérieur du pays et à l'étranger, qu'il était important qu'il y ait un dialogue national parce que le pays allait vers une voie sans issue. Il y a eu le dialogue de l'Union africaine ensuite, il y a eu le dialogue de la SANCO, et j'ai perdu mes fonctions de ministre par des arbitrages politiques. Et je n'ai jamais regretté cet engagement. Parce que ce qui compte, et je l'ai déjà dit, pour un homme d'État, celui qui se veut être un homme d'État, c'est de toujours mettre ses intérêts politiques en dessous de l'intérêt national. Et lorsqu'il y a une contradiction entre les deux, c'est l'intérêt national qui doit primer. Aujourd'hui, l'intérêt national nous commande le rassemblement. Parce que sans le rassemblement, vous allez perdre cette guerre. Le rassemblement pour revoir la composition de la CENI, rassemblement pour quoi faire? Le rassemblement, d'abord pour qu'il y ait un même esprit. Nous sommes dans un pays où le schisme social est tellement prononcé que nous sommes au bord de la guerre civile. Suivez les médias. C'est un peu extrême comme elle est, au bord de la guerre civile. Ah non, suivez les aspérités. Le pays va tellement mieux qu'il y a 4 ans, diront certains. Je n'ai pas ce point de vue. Moi, je vois une société fondamentalement divisée, tribalisée à outrance. Et lorsque vous regardez tout cela, vous additionnez cela à la situation précaire de l'Est, vous avez, à quelques encablures de Kinshasa, le problème de Kwamouth, où les populations s'entretuent. Donc, quand je vous dis que nous sommes au bord de la guerre civile, je pèse bien mes mots. Elle a déjà commencé, cette guerre civile. Elle est oratoire. On n'a jamais atteint un niveau d'extrémisme dans le débat politique. Suivez les débats politiques. Ça fait partie du bilan de Tshisekedi. Regardez les insanités, regardez la bassesse du débat. C'est le bilan de l'actuel régime. Non, pourquoi vous parlez du bilan? Est-ce que c'est à mettre à l'actif, au passif? Non, non. Je pense qu'il faut avoir un raisonnement rationnel. C'est la déliquescence de la société congolaise. C'est l'accumulation de ces faiblesses que vous prenez comme exemple. On peut aller sans béni, mais on a déjà... Ça s'appelle des jurisprudences en politique, des jurisprudences négatives. De brandir l'article 70 à la fin de 2023. C'est ce que je dis, et c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter avec ces jurisprudences négatives parce qu'elles entraînent l'abaissement général de la société congolaise. Et aujourd'hui, nous voyons bien que plus que jamais la société congolaise est divisée. Vous avez le choix. Parce que vous pensez que nous voulons des postes, refusez nos propositions et allez tête baissée. De toute façon, ce n'est pas très loin. On jugera du prix à payer demain. Le prix à payer du comportement autiste de certains acteurs politiques qui disent on doit absolument remplacer Tshisekedi. Et de certains autres qui disent on doit absolument garder Tshisekedi. Et entre les deux, il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucun consensus, il y a la division totale. Entre les deux, il y a vous, de centre. Nous ne sommes pas encore suffisamment entendus. La preuve, lorsqu'on vous propose des solutions, vous ne voyez qu'un poste ministériel pour ma modeste personne, ce qui n'est même pas d'actualité ni une priorité pour moi. Vous voyez, donc le Congo a perdu le sens des priorités. On est devenu une nation qui trouve normal d'être aidée par le Soudan, d'être aidée par le Burundi. On peut tendre la main, se mettre tout petit devant ces pays, mais on ne peut pas se tendre la main entre nous. Là, vous trouvez ça anormal parce que, exactement, certains Congolais trouveraient anormal qu'un fils du Congo, Germain Kambinga, puisse penser qu'il y a nécessité de consensus, mais trouverait normal qu'on fasse consensus avec le Soudan, un tout petit pays, qu'on fasse consensus avec le Burundi, un tout petit pays. Le consensus entre nous, je crois que ça va être ma dernière question, oui. Parce qu'on me fait signe que c'est vraiment fini. Le consensus, pour quoi faire? Se parler? Oui, mais pour quelle finalité? Changer? Mais on n'invente pas la roue. Vous avez bien dit qu'il y a déjà eu des consensus dans ce pays. Le Congo n'a gagné que lorsque ses enfants se sont mis ensemble. Le dernier exemple, c'est 2013. Goma a été tombé. Le président de la République de l'époque a renoncé à une bonne partie de l'orthodoxie démocratique qu'il a dit lui-même. Et il n'a pas arrêté à partir de ce moment de céder, rassembler. C'est cette nation rassemblée qui a permis de récupérer Goma et qui a permis d'organiser des élections et d'organiser l'alternance. Donc le dialogue entre Congolais, ce n'est jamais une mauvaise chose. Vous n'êtes même pas obligé de penser poste.
mais vous êtes obligé par contre de penser nation. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui rêvent de voir le M23 progresser. Une nation où il y a un tel état d'esprit au niveau le plus haut de son élite politique ne peut pas gagner une guerre. On ne peut pas se mettre derrière un petit pays comme le Rwanda qui profite de nos divisions. Nous, ce que nous disons, c'est que le Rwanda profite de nos divisions. Nous, ce que nous disons, c'est que la déstabilisation de l'Est, c'est la consécration de la balkanisation. Nous, ce que nous disons, ce que nous avons déjà à plusieurs reprises compris, que c'est lorsque les Congolais sont unis qu'ils arrivent à affronter l'adversité. Maintenant, peut-être que nous avons tort. Essayons la division. C'en est fini. J'espère que la recette ne va pas être appliquée par ceux qui vous ont écouté. On va plutôt essayer l'union, l'unité. Voilà. Mais au moins, merci d'avoir été, de nous avoir dit vos vérités. Merci beaucoup. Votre part de vérité. Parce que, comme on l'a toujours dit, la vérité, elle n'est pas qu'une, elle est multiple. Absolument. Diverse, diversifiée. C'est ça le centrisme. C'est le loge de la diversité et de la synthèse. Voilà. En tout cas, merci à vous de nous avoir ouvert vos portes, de nous avoir permis d'échanger avec vous sur ces questions d'actualité. On remercie les téléspectateurs. Vous nous suivez sur B1 chaque jeudi 20h35 sur la TNT et mais également sur CanalSat à 21h15. Vous nous suivrez également sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas de laisser vos commentaires, vos suggestions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes et à très très bientôt.